Bonjour à tous, c'est Elodie Latval. Je suis très heureuse de donner la parole aujourd'hui à une héroïne de plus dans le monde de l'autisme, c'est Zora Megraoui, accompagnatrice auprès d'enfants autistes. Zora a choisi de faire de sa passion un métier en dédiant sa vie à ses enfants extraordinaires et en appliquant des méthodes qui lui sont propres, qui ont fait leurs preuves. Elle est aussi l'autrice du livre « Accompagner un enfant autiste à la maison » qu'elle nous présentera dans ce podcast. Vous trouverez en description toutes les informations concernant ce livre. Zora, je te laisse la parole. Je m'appelle Zora Megraoui. J'ai démarré un cursus en psychologie clinique, mais j'ai pas été jusqu'au bout, j'étais jusqu'au Master 1. Et c'était beaucoup psychanalytique. Je m'y perdais un petit peu, du coup j'ai laissé tomber. Et après, quand j'ai arrêté mon cursus universitaire, je me suis intéressée à tout ce qui est séjour adapté pour enfants porteurs de handicap, tout handicap confondu. Et de fil en aiguille, je suis tombée aussi sur un IME dans lequel j'ai travaillé pendant 1 an, où j'ai pas du tout accroché. J'avais pas la possibilité de développer ma créativité. J'étais pas force de proposition parce que les professionnels étaient déjà là depuis longtemps et donc je faisais pas le poids face à eux, sachant que ce qu'ils proposaient c'était pas forcément top, mais bon, ça c'est mon avis perso. Et après, j'ai eu mon fils et 1 an après, je suis tombée sur une association qui formait aux méthodes comportementales. Donc à l'époque, ça m'intriguait, je voulais trouver des techniques, des méthodes pour pouvoir faire avancer les enfants. Depuis toujours, j'ai voulu travailler dans l'accompagnement, toujours voulu aider, toujours voulu apporter quelque chose. Et du coup, quand j'ai rencontré la directrice de cette association et puis la psychologue qui me supervisait, j'ai su que j'étais à ma place et que je pouvais faire progresser ces enfants. Et donc, c'était une association où il y avait que des enfants autistes. Et j'ai démarré avec des enfants vraiment où il y avait beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité, il y avait beaucoup de crises, etc. En fait, ça m'a donné encore plus envie de rester parce que je voulais moi aussi me challenger. Que l'objectif, c'était d'accompagner, me dire est-ce que je suis capable de les aider dans ce sens-là avec les méthodes que j'ai apprises. Et j'ai vu que ça marchait. Comme ils disent au Canada, je suis tombée en amour avec l'autisme, on va dire. Et de fil en aiguille, je me suis formée à plein d'autres méthodes. Ce que je prône, c'est que il n'y a pas une méthode et que le point clé pour travailler avec un enfant autiste et pour le faire progresser, c'est s'adapter à lui et voir un peu ce qu'on peut lui proposer et que c'est jamais lui qui est fautif. C'est toujours nous, en fait, on doit se remettre en question et ne pas dire oui, il veut pas. En fait, c'est parce qu'on a une méconnaissance de l'autisme et qu'il faut. Encore aujourd'hui, j'apprends encore sur l'autisme. On continue à apprendre, en fait. On continue à apprendre, mais avec les autres, donc avec les parents, avec les détails qu'ils nous donnent, avec d'autres professionnels. Mais il faut avoir cette capacité, en fait, de se remettre en question. C'est souvent ça la difficulté, en fait, les petites guerres, là, moi je fais telle méthode, celle-là fonctionne, etc. Il y a des procédures dans les méthodes comportementales, excuse-moi du terme, qui sont abrutissantes et qui sont pas respectueuses de l'individu, qui sont pas respectueuses de l'enfant. Donc il faut savoir s'adapter et savoir être force de proposition et surtout de créativité. C'est ça qui m'intéresse le plus, moi. Je suis restée 1 année avec l'association qui m'ont formée et ensuite je travaillais au sein des familles. Et donc du coup au sein des familles, quand tu entreprends un travail avec un enfant, t'as une psychologue qui vient superviser le travail et moi j'étais en dessous parce que j'étais intervenante. Et du coup elle était formée à Lille. Ils sont formés à l'ABA mais vraiment le pur quoi. Tu sais vraiment, tu as une consigne, t'as plusieurs activités, tu vas enchaîner les activités qui n'ont pas forcément un lien avec l'autre. Et du coup t'es face à un enfant. Et tu te dis, est-ce que je suis face à un être humain ou est-ce que je suis face à un robot, en fait? Est-ce que je fais bien de le faire? Et du coup, en fait, moi, ce que je faisais, elle le savait pas, mais voilà, si elle écoute le podcast, elle le saura, c'est que quand elle venait au préalable, je travaillais comme elle le voulait, mais quand elle était pas là, je me disais, je vais pas m'amuser à le laisser assis pendant 3 heures, pendant 4 heures, à lui faire des activités, à lui faire répéter des mots, chocolat, pantalon, etc. Au bout d'un moment, voilà, donc du coup, je faisais un petit peu de ma manière et puis ça fonctionnait. Tant que ça fonctionnait, ça va. Moi, j'ai été confrontée à la différence dès mon plus jeune âge. Moi, je suis née avec une malformation congénitale au niveau du visage. Donc, pendant des années, j'ai eu droit à des humiliations, j'ai eu droit à des regards un petit peu bizarres, etc. Du coup, très tôt, vraiment à partir de mes 12-13 ans, quoi, au collège, je savais que j'allais m'orienter parce que je voulais me réparer. J'étais vraiment bloquée dedans, je ne pensais qu'à ça, mais je le montrais pas. Donc, moi, ma force, c'était que jamais je ne montrais quand on se moquait de moi ou quand jamais je montrais ou jamais je ne pleurais parce que je me disais, si je pleure ou si je montre une faille, je vais être morte sur place. Après, on va me harceler, on va ceci, on va cela. Donc, c'était mort, en fait. Même au niveau de la confiance en soi, t'es démoli, quoi. Quand même une colère que j'avais, j'ai transformé quelque chose de beaucoup plus beau, tu vois, en aide, en accompagnement pour aider ces enfants qui ont rien demandé, en fait. Ils ont rien demandé, enfin, ils sont nés autistes, ils sont nés comme ça, et du coup, si je peux les aider, je donnerai le maximum pour le faire. Alors, l'envie d'écrire des livres, c'est une petite anecdote. Je pars en vacances en été avec ma sœur et elle me dit, Zora, peut-être que tu pourrais commencer à diversifier ton travail et commencer peut-être à écrire.
Première chose que je lui ai dit, c'est non. Pourquoi tu veux que j'écrive? Je sais pas écrire. Et puis au final, je suis rentrée, j'ai pris une feuille et je me suis dit, je vais écrire quelque chose sur centre commercial, un enfant qui va au centre commercial. Pourquoi quand il attend, il est frustré? Pourquoi quand il passe dans les allées, il y a des choses qui le gênent, etc. Donc j'ai fait une petite histoire. Et ensuite, je me suis dit, il me faut une illustratrice. Je suis partie sur Facebook. Je tape la première illustratrice sur laquelle je tombe, je lui envoie un message. Et elle me répond direct, l'autisme est un sujet qui m'intéresse, je te propose quelque chose. Et donc du coup, on a commencé comme ça. Et on s'est mis d'accord pour écrire le deuxième livre, Accompagner un enfant autiste à la maison. Et qui est un livre aussi atypique. Les deux sont atypiques. Moi, à la base, je voulais un livre qui soit digeste, que tu peux lire, tu peux comprendre. Je voulais pas de livre théorique. On retrouve les particularités principales, tu vois, de l'autisme, où t'as les 4, en fait, t'as les particularités sensorielles. T'en as certains qui vont avoir des difficultés avec le bruit, avec la lumière, d'autres qui vont pas forcément sentir la douleur. Donc tu le vois dans le personnage de Djibril, il y a 3 personnages, Asia, Ruben et Djibril. T'as le retard de langage ou l'absence de langage, ou bien un langage qui est précoce pour certains. Après, t'as les interactions sociales, tu vois qu'elles sont difficiles pour les enfants. Et puis, t'as les intérêts restreints et le fait d'aligner des objets. Asia, elle aime beaucoup aligner les objets, elle aime beaucoup aussi se balancer. Les personnages que j'ai choisis, c'est un peu l'expérience que j'ai avec les enfants que j'ai, donc j'ai essayé un petit peu de calquer un peu dessus. L'objectif, c'était de vulgariser, l'objectif principal, vulgariser l'autisme. Le premier bouquin, c'était des petites histoires, des petites scénettes, et puis des astuces un petit peu pédagogiques. Et puis le deuxième, il a une portée un peu plus précise, parce qu'il te met en fait dans la peau du personnage, donc tu rentres en immersion dans la tête du personnage, donc tu comprends pourquoi il a telle ou telle réaction, pourquoi quand il a mal, il le dit pas forcément, pourquoi quand il fait une stéréotypie, qu'est-ce que ça lui apporte. En fait, l'idée de ce livre, c'est comprendre le fonctionnement autistique et la sensorialité qui en découle pour mieux accompagner un enfant autiste, que ce soit les parents ou les professionnels. Après, il y a un passage un peu douloureux, on va dire, sur l'avenir, comment en tant que parent on perçoit l'avenir, où je précise qu'en fait, les parents ont du mal à être dans le présent et qu'ils sont beaucoup trop dans le futur, à se poser des questions de qu'est-ce que ça va être plus tard, parce que c'est vrai que là, c'est un livre sur les enfants, mais on parle pas beaucoup des adultes, c'est pour ça que je vais faire la suite. Est-ce qu'il va trouver un travail? Est-ce qu'il va se marier? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On n'est que dans l'après. On est dans l'urgence, on est dans le combat, on ne vit pas pleinement le moment présent. C'est pour ça que moi, j'aimerais, mais ça c'est pas possible, c'est un rêve, que dans les dossiers MDPH, que vous ayez une partie, les parents, où vous aviez droit à du développement personnel, c'est-à-dire pour se remettre un peu en confiance en soi, parce que combien de mamans ne vont plus se maquiller, ne vont plus aller au coiffeur, ne prennent plus le temps de s'habiller, ne prennent plus le temps, enfin tout ça en fait. Vraiment, si ça pouvait se faire, ce serait bien quoi. C'est un passage très douloureux, bouleversant. Mais j'en ai pleuré quand je l'ai écrit parce que j'ai un papa qui m'a fait un témoignage. J'en ai pleuré. C'était horrible. Un papa qui travaille de nuit pour pouvoir s'occuper de son enfant la journée, qui a des problèmes de dos, des problèmes de santé. C'est des parents qui sont stressés 40% plus qu'un parent lambda. Ma chance ou ma joie, elle est dans le fait de voir les enfants progresser. Tous les enfants que j'ai, la plupart, il y a toujours une évolution. Et l'autisme, c'est évolutif. Faut pas rester figé sur le diagnostic qu'on vous donne. Des fois, les gens se disent, mon fils, il est autiste sévère, de toute façon. Mais non, faut pas rester figé là-dessus, en fait. C'est pas parce qu'il y a marqué autiste sévère qu'il va jamais parler, qu'il va jamais pouvoir aller acheter une baguette tout seul. En tout cas, moi, je vois des évolutions. Ma joie aussi, c'est quand on commence à m'appeler par mon prénom. Ah, Zora, quand on commence à m'interpeller, je me dis, c'est bien, on avance, tu vois. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, mais c'est pas grave, ça avance. Et puis surtout quand t'as les enfants qui disent le premier maman ou le premier papa ou je t'aime, alors là les parents c'est le top du top. Dans chaque enfant il y a un potentiel et qu'il faut le développer. C'est pas lui qui va s'asseoir et qui va vous dire vas-y viens développer mon potentiel. Tu peux pas le faire. C'est à toi de voir comment tu peux l'amener à développer ses capacités. Merci Zora pour ton témoignage. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois. À très vite.